Le Président, tout de suite on parlait de pèlerinage, c'est l'occasion pour nous de parler donc de les relations entre le Mali et l'extérieur, la diplomatie. Sékou Tangara a posé la première question sur ce chapitre. Le retour du Mali dans le concert des nations était l'un des objectifs que vous vous êtes assigné dès votre investiture. Aujourd'hui, 1 an après, pensez-vous avoir suffisamment porté haut la voix du Mali sur l'échiquier international? Bon, je pense que j'ai fait en conscience ce que j'étais en mission, en charge de faire pour le Mali. Pour le porter, le dire partout où besoin était. D'indiquer, surtout de dire sa réalité, son vécu. Je pense que c'était nécessaire. Il y avait beaucoup de malentendus. Il y avait beaucoup de méprise, d'incompréhension. Je crois que nul mieux que nous-mêmes ne pouvait dire le Mali. Et je pouvais le faire avec la stature du président légal légitime, issu de ces élections dont chacun s'est accordé à dire qu'elles furent transparentes, crédibles et apaisées. Et ça a permis que cette voix du Mali portée par nous soit entendue, considérée. Ça nous a amené à nous rendre dans beaucoup de pays, d'assister à beaucoup de rencontres internationales où les questions de sécurité, et singulièrement celles touchant à la situation du Sahel et du Mali en particulier, étaient en débat. Nous l'avons fait partout, urbi et orbi. Dans la ville et dans le monde, nous l'avons fait. Parce que c'était notre devoir. Nous n'avons, de notre élection à aujourd'hui, effectué aucune sortie de convenance personnelle, aucune. Justement, souvent les compatriotes ne perçoivent pas l'utilité de ces voyages-là, ils pensent que c'est trop et que ça coûte trop au pays. Ceux qui en comprennent l'intérêt et qui, à ma place, auraient fait la même chose, ne disent pas. Ce serait leur devoir. Il s'agit du pays, non pas d'Ibeka. Il s'agit de la res publica, de la République. Et de ce qui doit être fait pour son confort. Mais là également encore, hélas, la politique politicienne vient perturber la perception et la rendre confuse. Alors que tous les acteurs politiques et moi-même avons une mission à expliquer, à être pédagogue vis-à-vis de notre peuple. Les relations internationales sont portées pas seulement par le chef d'État, mais par l'ensemble national. Et quand le chef d'État est en mission de confort de la relation internationale, je pense que certaines attitudes font du tort au pays, pas à Ibeka. Pour autant, nul ne me détournera jamais de mes missions régaliennes. Et vous êtes gêné quand en même temps on compare, on dit vous allez beaucoup plus à l'extérieur, des éléments que vous détient d'ailleurs un décompte, et que vous allez très peu à l'intérieur du pays. Je crois que peu de cadres de ce pays connaissent le Mali intérieur comme moi. Et se met toujours un plaisir inouï, immense, d'être à l'intérieur au contact des populations. Et je le reprendrai ce bâton-là, dans une seconde phase. Ce mandat est en son début, en fait 1 an de mandat. Et Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rappelle pas notre condition de créature, nous sommes là pour 5 ans. L'homme verra allant et venant partout dans ce pays. Inch'Allah. Et on vous attend. Inch'Allah. On veut vous voir parce que vous avez été élu à l'intérieur aussi. Ce serait l'objet du début de la deuxième année. Inch'Allah. On me verra. Mais il fallait dire le Mali, il fallait sortir le Mali de son isolement.
il fallait resignifier au monde la présence nouvelle et révigorée du Mali. Et je le fais sans complexe. Tel était mon devoir. Si c'était à refaire, je le referais. Ce sera refait à bord du Boeing 737. Il semble y avoir un froid, Monsieur le Président, entre le Mali et ses partenaires, notamment le FMI, à cause du nouvel avion présidentiel. Quelle est votre part de vérité, Monsieur le Président, sur cette affaire? Il y a eu des erreurs de communication. Mais le froid dont on parle n'a pas été ressenti par moi quand j'étais à Washington, aussi bien à la Banque mondiale qu'au FMI. Je crois que le FMI est dans son rôle en tant qu'institution régulatrice de l'économie mondiale, surtout s'agissant d'un pays comme le nôtre, qui est un pays assisté, qui est un pays partenaire des autres dans la gestion de ce fonds monétaire international, de s'assurer que telle acquisition ou telle décision d'État du Mali n'a pas porté préjudice à l'équilibre de ses comptes de manière générale, globale. Et que ça ne crée pas un déséquilibre tel que cela peut prêter à suspicion de mauvaise gestion avérée, de mauvaise gouvernance financière. Et si tel est le cas, d'indiquer, il s'agit uniquement de cela, d'indiquer les voies et moyens, de rectifier le tir pour un nouveau départ. Justement, est-ce que l'État n'a pas trop prêté le flanc par rapport à cette affaire? Vous avez parlé d'erreurs de communication. On peut aussi parler d'erreurs d'entame, puisque si la chose s'était passée dans les règles de passation de marché, le FMI ne verrait pas des mauvais yeux qu'un pays souverain fasse l'acquisition d'un nouvel avion présidentiel. Mais c'est clair, et le directeur adjoint du FMI, en l'absence de Christine Lagarde, nous l'a dit très clairement, aussi bien lui que le président Jim Yong Kim, qui n'ont rien à voir avec une décision souveraine du Mali. Eux, c'est la procédure. Et à ce niveau-là, nous le verrons avec l'audit. S'il y a eu des erreurs, on va les corriger. S'il y a des choses à revoir au niveau légal, nous saisirons le Parlement pour qu'il en soit ainsi. Nous sommes fermés à aucune espèce d'appui à ce niveau-là. Mais on a surfait là aussi. On a surfait. Et surdit peut-être. Et aujourd'hui, ils vont revenir. Le FMI, on avait dit qu'ils avaient suspendu leur aide. Ils vont revenir. Et quand ils vont confirmer? Ils viennent le 11 pour la revue, qui était prévue déjà en juin, je crois. Et c'est donc une revue conjointe pour le mois de juin et puis septembre. Et au sortir de cela, mes gens, je pense que nous aurons un avis de non-objection, lequel nous permettra maintenant d'avoir les appuis budgétaires en attente. C'est ça qui sans attendre décembre. Oui, Inch'Allah. Parce que là, c'est là la question qui nous ramène dans les questions économiques et financières. Absolument. À partir de cette affaire, je suis très optimiste. On a dit qu'effectivement, à partir du fait que les bailleurs ont dit certains, on va suspendre notre aide, que les caisses sont vides. Vous le confirmez, vous qui... Je n'ai pas dit que les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Nous avons eu, la trésorerie est ce que moi j'ai aujourd'hui, sous contrôle des services concernés, au 30 juin, 346 milliards pour 361 milliards qui étaient attendus. Liquide au trésor. Au trésor, absolument. De recettes. Et nous avons engrangé des rentrées, 23 milliards fonds monétaires dans le cadre de la facilité élargie de crédit, 25 milliards la Banque mondiale. Nous avons 19 accords de prêt qui ont été convenus entre les partenaires pour un montant de 418 milliards. Et je vous dis, ce n'est pas tout à fait là qu'on voit un pays en extrême difficulté. Il y a des explications à fournir, elles le seront. C'est normal dans le partenariat. Mais ça n'arrête pas le fonctionnement du pays parce que la trésorerie est liquide. Mais elle est liquide. Est-ce que votre salaire de mois d'août a été payé? Si j'ai vérifié, je crois qu'il a été payé. Bon. Je crois que c'est cela qui est important. Aucune activité régalienne de l'État du Mali à ce jour n'a été perturbée ou bloquée en raison de cela. Elle ne le sera pas. Nous avons simplement
j'ai dit, un devoir d'explication. Ce devoir, nous y soumettons absolument de manière non nuancée. Non nuancée. La récrimination des partenaires, c'est par rapport souvent à des marchés qui jugent opaques, le marché d'armement, et ainsi de suite. Tout ça sera revu, tout ça sera audité. On nous dira là où il y a eu erreur, il y a eu faute. Et je vous dis encore une fois, l'État malien n'hésitera pas du tout à rectifier le tir. Il n'y aura aucune pression sur le bureau du vérificateur général, M. le Président. Aucune. Qui en a la charge. Aucune. Okay. Et le résultat sera porté sur l'honneur. Et il peut en témoigner. Aucune. Et le résultat sera connu. Je suis même... transparence. Je suis même un peu... J'ai failli être outré que vous n'ayez même plus soupçonné quoi que ce soit à ce niveau-là. Aucune espèce d'interférence ni de pression. Aucune. Ni de vous, ni de votre gouvernement. Absolument. Vous êtes nombreux dans le bateau. Absolument. Okay. Mais le bateau a un capitaine. Tout à fait. Il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Qui s'assument. C'est clair. Monsieur le Président, vous avez dit tout de suite qu'il n'y a pas de problème de trésorerie. Alors comment comprendre la récente décision d'augmenter de 30% les coûts des exonérations? Ça a failli être source de conflit entre les commerçants détaillants et les services de l'assiette, la douane en l'occurrence. Merci, vous me donnez l'occasion encore une fois de venir à la vérité. On a dit que c'est pour renflouer les caisses de l'État, que les commerçants paient ce que l'État a gaspillé. Vous pensez que c'est des artifices de ce genre auquel on va recourir pour payer l'avion présidentiel? Non. L'avion du Mali. C'est ridicule. Il ne s'agit même pas de taxes nouvelles. Il s'agit simplement de remise au goût du jour de quelque chose de convenu et bien avant que nous fussions d'affaires. C'est la vérification préalable à l'importation. Et dans tous les pays du monde, il en va ainsi, pour que l'on s'assure dès le départ de ce qui va venir vers vous. Et qu'en ce moment-là, les taxes et droits qui doivent être acquittés ne soient pas perturbés ou perdus en chemin. C'est une question de transparence dans tous les pays du monde. Au Mali, c'est Veritas qui fait cela. Et simplement, l'habitude a été prise depuis un certain temps de s'en passer, de ne pas faire ce contrôle-là. Alors que nous payons 4 milliards à cette société pour faire ce travail. Absolument. Ce n'est qu'une remise au goût du jour de quelque chose d'existant. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est fadaise que de dire que c'est cet artifice-là qui permet de résorber je ne sais quel déficit. Je viens de vous dire la situation de trésorerie, la situation en tout cas de recettes de l'État malien. 416 milliards au 30 juin, contre 461 milliards attendus. Ce n'est pas un gap énorme. Il y a de quoi tourner là. Donc vraiment, je crois qu'il faut que si le gouvernement d'ailleurs a consenti à venir à 10%, c'était vraiment une facilitation pour calmer un peu l'atmosphère, mais ce n'est pas une renonciation à droit, qu'on se le dise bien. Le droit de l'État est le droit de l'État et doit être acquitté par tout citoyen en devoir de le faire. C'est ce qui nous permet, Monsieur le Président, de parler un peu macroéconomie. Et on a vu dans votre programme ce que vous devrez faire dans les prochaines années pour faire du Mali un pays émergent. C'est-à-dire que on a besoin de voir aujourd'hui qu'est-ce que vous allez faire pour faire du Mali justement un pays émergent d'ici 2018. Savoir simplement quels sont les grands chantiers que IBK va lancer pour faire du Mali un pays émergent. Vous savez, et avec quoi il va les financer? Vous savez, je pense que moi je suis optimiste. Je pense que les concours à l'économie malienne ne feront pas défaut. Je suis certain que les périodes d'incompréhension et de méprise passées, nos amis seront tous au rendez-vous pour nous aider à pousser notre économie. Je crois qu'au niveau du Mali, nous avons un grand souci d'équipement énergétique. On convient aujourd'hui que le socle de tout développement, c'est l'énergie. Vous ne pouvez prétendre à aucune installation d'entreprise digne de ce nom si l'énergie n'est pas là. Les coûts d'approche chez nous sont tellement élevés que beaucoup de partenaires réussissent à venir investir là. Donc ça, c'est un premier grand défi. Dans votre film de présentation, vous avez montré une grande Félou et posant la première pierre de Gouina. C'est les projets auxquels nous tenons. Mais pas seulement. Là, on a des projets également d'énergie renouvelable. Et il y a beaucoup d'offres dans ce domaine-là pour que le disponible énergétique
soit suffisant pour que nous puissions avoir ce socle-là qui est un atout pour le pays pour attirer l'investissement étranger. Nous avons un ministère en charge de l'industrie et des investissements. Ce n'est pas un gadget. Le Mali a beaucoup d'atouts. Le Mali a beaucoup d'atouts. Souvent, quand on dit cela, les gens voient l'or et les possibles ressources d'hydrocarbures. Moi, quand je dis cela, je dis la première chance du Mali, c'est l'or vert. C'est l'agriculture. Le Premier ministre se rend bientôt d'ailleurs le visite du Niger. Et c'est ma conviction très profonde, surtout après la visite que j'y ai faite avec le président Compaoré, où j'ai vu le potentiel fabuleux que l'agro-industrie peut procurer au Mali. Un espace qui se prête absolument à toutes les spéculations et une immense plaine que l'on peut irriguer par gravitation. Quand on voit ailleurs tous les siphonnages en raison de relève accidenté que s'offre à d'autres pays, il y a là donc un atout énorme pour nous. Ce sera sûrement le développement par l'agriculture. Et au point que non seulement nous serons de nouveau greniers de l'Afrique, mais que ce sera également un moteur pour nous propulser. Mais, il y a un mais là-dedans. Vous m'avez vu allant et venant et disant partout mon obsession du sort du fleuve Niger. Le fleuve Niger, je le dis encore une fois, si l'on y prenait garde, pourrait être un souvenir dans un temps pas trop lointain, qu'à Dieu ne plaise. Je dis cela et je l'avais dit déjà depuis le temps où j'étais chef du gouvernement de ce pays-là. Simplement parce que par rapport à beaucoup d'autres, j'ai l'immense avantage d'avoir travaillé dans le nord du Mali pendant des années et j'avais un petit aéronef qui me permettait de voyager à mon... selon mes... En parcourant le lieu du fleuve. Voilà, et je le faisais, je ne me privais pas de le faire. Donc j'ai vu l'évolution des dépôts dunaires dans le lit du fleuve Niger. Jusqu'au jour où le Kankou a été drossé sur le sable à Douarou. Et ça pour 1 an, avant qu'on ne puisse le remettre à flot. C'est donc pas une vue de l'esprit. Surtout quand on sait également que le lac Tchad, dont la richesse écologique, la diversité écologique ne sont pas plus à démontrer, était là au profit des peuples riverains. Et que ce lac Tchad aujourd'hui a perdu près de 95% Sa superficie. sa superficie, vous le savez. Donc ce que je dis là n'est pas une vue de l'esprit. Le développement agro-silvopastoral du Mali est conditionné, sera conditionné par le sort du fleuve Niger. Et là, il faut réglementer et agir. Il faut draguer le fleuve Niger. Ouais, en bas de l'action. Intéresser les partenaires, la Banque mondiale a tellement entendu qu'elle s'est ouverte à cela, une mission est même venue pour en connaître. C'est cela, donc, le truc. Ensuite, il faut qu'on désenclave ce pays, qu'on poursuive l'effort initié par mes prédécesseurs de désenclavement du Mali, intérieur et extérieur. Il faut le faire. Il faut également penser dans ce domaine-là, non seulement à renouveler le rail. Nous avons un projet conjoint au niveau du NEPAD avec le Sénégal. Vous avez vu à Dakar, lors de la revue du NEPAD, cela est confirmé là-dedans. Nous avons cela comme projet pour les projets structurants et les projets importants, capacité d'émergence d'un pays dans le cadre du NEPAD. Le nôtre, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a un chronogramme pour tout cela, Monsieur le Président? Un rétro-planning, c'est-à-dire des objectifs chiffrés à court, moyen et long terme. Est-ce qu'il y a un chronogramme, un rétro-planning? Dans le cadre du NEPAD, tout est chiffré. C'est chiffré, mais au plan interne également aussi. Il n'y a pas que ça. Nous savons ce que nous allons faire à ce niveau-là. La seule grande interrogation aujourd'hui par rapport au fleuve du Niger, c'est que là, ce n'est pas un projet uniquement national. Il faut que l'État riverain, avec lesquels nous sommes, la Guinée, le Mali, le Niger en priorité, soient sur ce domaine-là. Et que nous cherchons ensemble les financements nécessaires. Les efforts. Donc, le rail à moderniser. Au-delà du rail, vous savez tous qu'il y a un projet
dont on parle comme d'un serpent de mer, mais qui est une réalité, en tout cas dans ma tête, et je le propose ainsi à mes collègues aussi. C'est d'ailleurs l'une des matières en examen au niveau de l'OMVS, le fameux port d'Ambidédi. Il y avait des questions d'enrochement qui empêchaient la possible future arrivée des bateaux de haute mer sur Ambidédi. Un enrochement à dégager pour que cette partie-là soit navigable depuis Saint-Louis. Je pense que là aussi, c'est un projet important pour nous Maliens et nous y tenons et nous n'allons pas lâché là-dessus. Les autres pays, vous avez l'accord de vos autres collègues chefs d'État pour vous accompagner dans ça? Ils n'en veulent pas en fait. À l'OMVS, nous sommes en accord sur les volets nécessaires pour chacun des pays. Chez nous, il y a l'électricité, il y a l'irrigation pour l'agriculture, il y a aussi ce volet navigation, qui est pour nous essentiel. Peut-être pas pour nos pays frères qui ont des frontières maritimes, mais pour le Mali, cela est essentiel. Vous exigez, vous allez mettre la pression pour que le port d'Ambidédi naisse enfin. Je n'ai pas besoin d'exiger. Nous sommes dans une compagnie de gens de bonne compagnie. Et je crois que mes frères prêteront une oreille attentive à mes doléances à ce niveau-là, étant le plus enclavé d'entre eux. Les 4 pays aujourd'hui, Sénégal, Mauritanie, Mali et Guinée. Je crois donc qu'il n'y a pas de problème majeur qui va se poser à ça. Monsieur le Président, un mot, quand on parle de grands projets, un mot sur le développement régional, parce que là, depuis les accords d'Alger d'ailleurs, c'est un peu une question qui évoque le développement régional pour avoir des régions fortes. Vous avez parlé récemment à l'installation de ce gouvernement Samara, des agences de développement régional. On attend de les voir. Tu n'es pas trop pressé. On a dit janvier, si je m'abuse. Janvier 2015. Oui. Ah oui. Donc, on est au mois d'août là. Soyez encore un peu patients. Elles verront le jour. Je pense que leur vocation, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une bonne coordination régionale de tous les efforts en matière de développement. Aujourd'hui, il y a des efforts dispersés, disparates, que l'on y voit clair. Et à notre propre niveau, ici même, à la présidence, nous comptons faire en sorte que chacun soit en charge de la coordination de l'ensemble de nos grands projets nationaux, pour que le suivi en soit plus facile et que nous sachions, le cas échéant, comment réorienter pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons ou que les gens ne s'entrechoquent. Et d'éléphants blancs. Les agences régionales verront le jour et je pense qu'elles ne seront pas inutiles pour vraiment propulser à souhait les ambitions de développement équilibrées et harmonieux de notre territoire national et d'aménagement également aussi. Monsieur le Président, c'est ce qui nous permet d'arriver au dernier chapitre de cet entretien, ce qui nous permet tous d'être en sécurité, la défense, la sécurité. C'est que vous avez une grande charge également, vous avez la charge de faire des réformes à ce niveau-là. C'est une question pour le Monsieur le Président. La réforme des forces de défense et de sécurité revient très régulièrement dans vos discours, Monsieur le Président. Depuis votre investiture, qu'est-ce qui a été fait de manière concrète en termes de formation, d'entraînement et d'équipement de l'armée malienne, Monsieur le Président? Je pense que tout le régime du Mali ne pourrait faire autrement que de se soucier de cela. Et je pense que, on l'a vu, notre pays avait une armée théorique, avait une armée avec des hommes sûrement compétents, sûrement patriotes, mais sans aucun moyen. Qu'est une armée dont les hommes, malgré leur détermination, leur engagement, n'auraient pas les moyens de leur mission. Une armée, c'est des hommes et une mission. Ils n'ont pas les moyens de leur mission. Cela a été un constat très, très douloureux. La révélation au monde en a été faite lors des événements du Nord, dans leur acuité. Quand on a vu des jeunes soldats, vous les avez vus comme moi à Gao, sans casque, à peine chaussés, sans gilet pare-balles, alors que ceux qui sont venus nous aider étaient totalement harnachés. Notamment,
sans vouloir les comparer, les éléments français qui étaient là avaient tout ce qu'il fallait. Des lunettes de visée nocturne, des armes de dernière génération, tous les équipements qui permettent à un homme de se sentir en sécurité pour l'accomplissement de sa mission de défense nationale. Donc il y a ça. Et c'est peut-être même ce qui a conduit à ce qui nous est reproché aujourd'hui, cette volonté donc d'équipement au fin de redonner confiance et morale aux forces armées. C'était à l'occasion du 20 janvier dernier. Cette armée est donc à réhabiliter entièrement, à rééquiper, à former, à entraîner, à créer en son sein un esprit patriotique qui vous fasse venir les larmes quand vous chantez l'hymne national du Mali, quand vous êtes devant le drapeau du Mali, quand vous pensez à tout cela dont le sacrifice nous vaut d'être là aujourd'hui. Ce sera pour quand, Monsieur le Premier Président, les premiers MiG, les premiers hélicoptères de combat, les premiers chars sous le président Ibeka? Le président Ibeka a 5 ans pour tenir ses promesses face à ce peuple-là. Il reste 4 ans. Et Inch'Allah, le Mali aura un outil de défense approprié, adapté à ses missions. Inch'Allah. Et qu'est-ce que vous espérez justement de l'accord de coopération militaire de défense le Mali vient de signer avec la France dans ce domaine justement de l'encadrement et de l'équipement? On a fait beaucoup de bruit autour de cela. Accord de coopération en matière de défense et de sécurité. Qu'est-ce que nous faisons déjà? Nous coopérons avec la France en ces matières-là. Une formalisation juridique pour notre consommation et la consommation des Français au niveau parlementaire, réglementaire, point barre. Rien d'élément nouveau là-dedans. Simplement légaliser, formaliser l'existant. Et avec quand même des éléments de souplesse nouveaux pour que vraiment l'expérience nous ayant instruit les uns et les autres de ce qu'il conviendrait dorénavant également de faire pour que cette coopération soit utile, fructueuse et nous permette l'atteinte d'objectifs décidés ensemble, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Qui n'est pas à la portée de... Pas de base française au Mali. C'est un accord de coopération en matière de défense et de sécurité. Ça nous apportera ce qu'on n'a pas. Dans beaucoup de domaines. Ça fait déjà beaucoup, mais ça le fait encore plus. Dans un cadre, cette fois-ci, je le dis encore une fois, légal, formel et de grande légitimité. C'est ça. C'est tout son mérite. C'est qu'une dernière question. Oui, peut-être sur le grand banditisme à Bamako. Souvent, les citoyens peuvent se faire braquer en plein jour. C'est vrai que c'est un problème assez récurrent. Qu'est-ce que vous allez faire pour circonscrire cet autre fléau, Monsieur le Président? C'est que je vous sens en passe de me taquiner. Parce qu'il y a un braquage derrière ma fenêtre. Oui. C'est ça. Je suis certain que c'est ça que vous avez à l'esprit. C'est le quartier le plus sécurisé du Mali, quand même, Monsieur le Président. C'est l'un des nombreux de la ville. Bon, écoute, je crois que les forces de sécurité du Mali prennent soin de ma sécurité. Elles font le maximum. Pour autant, vous savez, en matière de sécurité, ce n'est jamais parfait. Il y a eu ce cas-là, et il est malheureux d'ailleurs que cela se soit produit par rapport à une personne venue nous aider, une citoyenne allemande. Mais c'est vrai que nos concitoyens, quotidiennement, font l'objet de ce genre de situation dans les quartiers périphériques, et même avec audace maintenant, à l'intérieur et proche de la résidence du chef de l'État. Cela, je pense, est considéré avec la plus grande vigilance, la plus grande attention. Et nos éléments, vous savez, ils travaillent. Les forces de sécurité travaillent dans des conditions pas faciles. Pas faciles, avec des contraintes très très dures. Pour autant, elles sont à la bourre, comme on dit. Et
nous avons conscience de cela, surtout dans la situation qui est la nôtre, où tout est possible. Nous avons souvent des regroupements, l'occasion de fêtes ou d'autres cérémonies, toutes occasions propices pour que des gens mal intentionnés puissent commettre des méfaits. Il y a des actes isolés, de cas d'individus pour des menus larcins, mais cela est aussi une des conséquences d'un des fléaux dont on n'a pas parlé, mais qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations, la circulation des armes légères. Vous savez, les pistolets se vendent comme des petits pains. Ils sont importés par toutes les riches du Mali. C'est un peu la conséquence des conflits sous-régionaux, nationaux, que nous avons notre espace à abriter. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un demi-solde. C'est un soldat qui est un demi-solde, un soldat qui est en rupture de contrat. Et cela, dans tous les pays du monde, les demi-soldes ont fait des dégâts. Je pense que ça fait partie de la panoplie des risques et des menaces qui sont toutes envisagées aujourd'hui au plus haut niveau. Et l'objet de tensions et de mesures dont certaines n'ont pas à être indiquées. Mais je crois que Bamako est créé. Il y a un maillage qui est vigilant, qui est quotidien, qui est nocturne et diurne. Voilà ce que je peux vous dire. Merci pour nous rassurer sur notre sécurité, parce que de la mobilité des uns et des autres dépend aussi de tout ce que nous faisons dans ce pays pour le faire progresser. Monsieur le Président, on va vous donner juste le mot de la sortie de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire face au peuple par rapport aux 4 dernières années qui vous restent dans votre mandat, votre premier mandat, je le dis comme ça, et surtout comment vous pouvez le rassurer que tout ce qui a été reproché jusqu'à présent fait l'objet d'attention de votre part, beaucoup d'humilité, et qu'il y a tous les changements auxquels ils peuvent s'attendre auront lieu dans les 4 années à venir. Je voudrais dire ceci. Je n'ai pas tout réussi, loin s'en faut. Je suis homme parmi les hommes, avec une volonté inébranlable d'être aujourd'hui comme hier au service de ceux qui m'ont fait, de ceux grâce auxquels je suis dans ce fauteuil aujourd'hui par devant vous. Je leur suis redevable autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voudrais simplement leur dire que ce qui n'a pas été réussi à ce jour ne l'a pas été faute de volonté, non. Parce que des circonstances qui ont pu contrarier cela. Mais la volonté de faire et de faire bien au profit de tous et de chacun est comme au premier jour. Cette volonté est brûlante. Elle est en moi, elle est quotidienne, elle est de tous les instants. De convivialité à retrouver entre nous, en tous nos segments. Et d'abord, je voudrais un clin d'œil vis-à-vis de la classe politique. Dans l'histoire des peuples et des pays, il y a des moments où les conditions ambiantes même vous font obligation de resserrement des rangs, de front uni patriotique, pas pour complaire à tel ou tel du moment, qui est du moment, mais le pays est éternel. En ces jours se joue le destin du Mali. Je crois que rien n'est indifférent. Les comportements, les attitudes, les propos peuvent faire tort, non pas à Ibeka, mais au Mali. Car qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il est la voix du Mali. Il est le symbole de l'unité nationale du Mali aujourd'hui. Ça se concentre sur sa personne. Et souhaitons que ce soit pour le seul bonheur des Maliens. Et pour ceux qui se déroulent aujourd'hui en Alger, je souhaite là aussi qu'une grande confiance de bonne aloi soit de mise entre
tous les partenaires, tous les protagonistes, entre nos frères des différents mouvements du Nord et nous-mêmes. Que la délégation gouvernementale ne soit pas envisagée comme un autre, mais comme un autre eux-mêmes. Que c'est, pour parler, n'est comme vocation que de faire en sorte que nous convenions de ce qu'il faut faire et créer ensemble pour un meilleur vivre ensemble. Mais pas s'envisager en chien de faïence, en ennemi, mais en plus que frère, en autre nous-mêmes. C'est mon souhait le plus profond. Et je voudrais dire également que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons eu un hivernage jusqu'ici à souhait. Les prévisions des départements en charge des domaines de production sont optimistes, développement rural. Et nous n'avons pas eu non plus de mauvaises eaux, d'eau qui d'habitude occasionnent des dégâts humains et matériels. Allah nous a épargné cela. Je crois que cela préfigure, Inch'Allah, de bonnes récoltes. Et que cela soit pour le plus grand profit du peuple malien. Et encore une fois, je voudrais remercier sincèrement du fond du cœur toutes celles-là, tous ceux-là qui, du fond de leur case, de leur maison, ont porté aux plus hautes responsabilités le fils de Bouakar et de Konimba. Merci. Merci. On vous remercie aussi, Monsieur le Président, de nous avoir accepté, d'avoir accepté justement à travers l'ORTM, à travers Africable, de parler aux Maliens et de dire ce que vous avez dit ce soir. On ne pourra pas tout dire, mais c'est quand même, ça participe de la transparence, de la clarté, de la lumière que vous apportez pour que les Maliens comprennent ce que vous êtes en train de faire et de vous dire que vous êtes au service du pays, exclusivement au service du pays. Merci donc de nous avoir accordé ces instants pour parler, pour pouvoir être votre intermédiaire avec la population malienne. Et merci également mon confrère Sekou Tamara, avec lequel j'ai animé ce débat. On se retrouve, Monsieur le Président, certainement à une autre occasion, pas l'anniversaire, mais très, très bientôt certainement, pour encore être avec les Maliens, pour que vous leur parlez, c'est important et c'est pédagogique. Youssouf, ce fut mon plaisir immense d'être en votre compagnie pour échanger avec notre peuple à travers vous. Merci beaucoup à Africable et à l'ORTM. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis, aux auditeurs qui nous ont suivis, parce que l'ORTM, c'est l'ensemble du réseau, y compris la télé et la radio, sur lesquels cet entretien a été suivi. On vous remercie tous et on vous donne un autre rendez-vous de télévision majeure sur Africable Télévision et sur l'ORTM. Merci et bonsoir.